Donc je pense que le sionisme est une forme de suprémacisme juif. C'est parfaitement clair. Si on dit que le sionisme est du racisme, c'est le terme qui suggère que les juifs ont plus de droits que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus large que le sionisme dans le suprémacisme juif. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue sur The Black Elephant Experience avec Alexis Poulain, mon partenaire in crime du monde moderne. Bienvenue Alexis. Salut Félix. Un grand bonjour à vous, David Miller. Bonjour, merci de m'accueillir. Nous sommes vraiment ravis de vous recevoir. Vous venez d'obtenir une décision judiciaire très importante en votre faveur et nous voulions vraiment en parler. C'est en quelque sorte la fin, ou espérons-le, le début de la fin, puisque, si j'ai bien compris, l'indemnisation n'a pas encore été fixée et votre réintégration n'a pas encore été ordonnée. Mais c'est extrêmement encourageant, non seulement pour le Royaume-Uni, mais espérons-le pour l'Occident dans son ensemble. Nous allons entrer dans les détails, mais il s'agit d'un tournant dans une saga qui a commencé, si je ne me trompe pas, en 2019. Vous êtes sociologue, vous étudiez précisément la propagande, le lobbying et l'influence organisée, et vous avez fini par devenir victime de votre propre sujet de recherche. C'est donc un cas particulièrement intéressant. Pour commencer, pouvez-vous nous raconter comment tout cela a débuté? J'ai été nommé professeur de sociologie politique à l'université de Bristol en 2018. Auparavant, j'étais déjà professeur dans d'autres universités depuis 2004. En février 2019, j'ai donné un cours sur l'islamophobie, où j'ai passé 3 ou 4 minutes à parler du rôle spécifique du sionisme dans la promotion de l'islamophobie, en me basant sur mes recherches. Et on sait que c'était 3 ou 4 minutes parce qu'un des étudiants présents a enregistré, puis a divulgué l'enregistrement plus tard au Jewish News, avec l'intention, sans doute, de me faire condamner publiquement. C'était un point précis, mais quand on le réécoute aujourd'hui, c'était vraiment un cours très anodin, bien plus anodin que ce que je donnerais aujourd'hui. Il y a donc eu une plainte déposée par un groupe de lobbying sioniste, le Community Security Trust, avec lequel j'avais déjà eu des accrochages à plusieurs reprises. J'avais été témoin expert dans une affaire où leurs preuves étaient contestées, et on avait gagné. La personne qui devait être expulsée n'a finalement pas été expulsée, on a gagné le procès. Donc j'avais déjà croisé le fer avec eux. Bref, ils ont déposé une plainte avec 2 étudiants anonymes de mon cours. Apparemment, cette première plainte n'a pas été acceptée, car aucune personne ayant qualité d'étudiante ne l'a portée officiellement. Alors ils sont allés voir un autre groupe de lobbying sioniste, l'Union of Jewish Students à Londres, et ils ont recruté la présidente de la Bristol Jewish Society, qui est membre de l'Union of Jewish Students, laquelle est constitutionnellement tenue d'être sioniste. Et sa plainte a été acceptée parce qu'elle était étudiante à l'université, même si elle n'avait jamais été mon étudiante. Elle faisait de la littérature anglaise, n'était jamais venue à un seul de mes cours, et ne semblait rien connaître à la sociologie, ce qui n'était pas surprenant, mais assez révélateur. Elle a donc déposé une plainte, qui a été rejetée à l'été 2019. Mais ensuite, elle s'est plainte, de manière assez vague, que l'université n'avait pas adopté la définition de travail de l'antisémitisme de l'International Holocaust Remembrance Alliance. Et l'université, unilatéralement, lui a écrit pour lui dire « Vous pourriez peut-être redéposer une plainte une fois que l'université aura décidé si elle adopte ou non la définition de l'IHRA. » 6 mois plus tard, l'université finit par adopter cette définition, avec, au passage, une manifestation de la Bristol Jewish Society devant la réunion où la décision a été prise. Et elle relance alors sa campagne, avec de nouvelles plaintes. Et ensuite l'université. C'est la définition qui assimile l'antisionisme à l'antisémitisme. Ils ont alors nommé une avocate externe expérimentée, de rang QC, pour mener une enquête. C'était pendant le Covid, bien sûr, et cette avocate a mis environ 10 mois à mener son enquête. Elle a produit un rapport de plus de 100 pages et a passé en revue tout ce qui avait été intégré à la plainte à ce stade. Pas seulement ce qui était censé s'être passé pendant le cours, mais tout ce que j'avais pu dire de douteux, selon eux, en remontant des années avant même que je rejoigne l'université de Bristol. Toute une liste interminable de reproches. Cette avocate a conclu qu'aucun, pas un seul, pas une phrase,
Pas une virgule, pas un point, n'était antisémite. Surprise. Et l'université a dit, bon, il n'y aura pas de suite, pas de plainte, pas de sanctions disciplinaires. Et j'ai dit, merci beaucoup. Maintenant, est-ce que vous pouvez le dire à tout le monde et publier le rapport? Et là, ils ont refusé de publier le rapport intégralement. Ils envisageaient seulement d'en publier une version, à condition que je n'en parle pas. Et j'ai dit ça ne va pas se passer comme ça. 6 semaines plus tard, alors que j'étais de nouveau sous le feu de la presse, présenté comme antisémite, et eux ne sortaient jamais dire non, en fait, on l'a blanchi, je suis intervenu lors d'une réunion sur la liberté d'expression pour en parler. J'ai dit que j'avais été attaqué et mis en cause. Ce sont les mots que j'ai employés. Par le président de la Bristol Jewish Society et par le président de l'Union of Jewish Students, 2 organisations sionistes. Et là, tout s'est déchaîné. Apparemment, c'était de la victimisation d'étudiants, etc., etc. Alors que les 2 étudiants en question, le président de l'UJS et celui du JSOC, avaient eux-mêmes rendu public leur nom comme auteur de la plainte. Moi, je n'avais mentionné aucun nom. Mais bon, c'est moi qui étais visé. Ils ont donc lancé une nouvelle enquête sur moi. Cette fois, il n'y avait même pas de plainte. L'université a décidé unilatéralement de mener une enquête sur moi. Ils ont nommé la même avocate qui a découvert, surprise, que je n'étais pas antisémite et que rien de ce que j'avais dit durant cette période n'était antisémite. Mais ils ont décidé quand même que je devais être licencié, parce que je n'avais pas respecté les standards professionnels attendus du personnel, parce que j'avais mis les étudiants en conflit, et parce qu'il y avait un déséquilibre de pouvoir entre moi, en tant que professeur, et l'ensemble du lobby sioniste organisé. Donc je devais être licencié. Et ils m'ont licencié. C'était en 2021, c'est bien ça? Oui, en octobre 2021. Je vous interromps simplement pour que l'on garde le fil. En 2024, vous gagnez finalement votre procès contre l'université de Bristol. Êtes-vous réintégré? Oui, j'ai gagné le procès. Mais l'université a fait appel. Oui, c'est exact. Et cela nous amène jusqu'à aujourd'hui. L'appel vient finalement d'être rejeté. Comme je vais le montrer à l'écran, l'arrêt contient des formulations particulièrement fortes. Pouvez-vous les commenter? C'était ce que j'avais dit lors de mon premier tribunal, que la raison pour laquelle il m'avait licencié, c'était mes positions antisionistes. Et le tribunal m'a donné raison. Il a reconnu que c'était bien la vraie raison de mon licenciement. J'avais expliqué quelles étaient ces positions antisionistes, que le sionisme est raciste, qu'il est fondamentalement impérialiste et colonialiste. Et le jugement, ici, en appel, dit qu'il était cohérent, clair et légitime de qualifier de raciste une idéologie qui promeut l'établissement d'un État pour un seul groupe de personnes, dans un territoire où vivaient déjà un grand nombre d'autres personnes. Voilà. Arrêtons-nous une seconde là-dessus. Lorsque l'on parle d'Israël et de la Palestine, de la colonisation, du régime d'apartheid en place, et du fait que cet apartheid se traduit mécaniquement, et c'est toujours traduit mécaniquement, par du nettoyage ethnique, voire par des pratiques génocidaires, on perd parfois de vue une chose très simple. La mascarade qui consiste à assimiler le sionisme ou l'antisionisme à l'antisémitisme. Au regard des mots affichés en bleu à l'écran, cette assimilation est totalement absurde. Oui, absolument. Le problème pour eux, c'est que quand on décompose l'argument étape par étape, il devient très difficile à contester. Et ce qui s'est passé devant le tribunal, ce que cet arrêt d'appel ne fait que confirmer, c'est que le témoin le plus haut placé de l'université, lors de l'audience, a fini par admettre elle-même l'équivalence entre sionisme et racisme. Elle avait pourtant commencé par essayer de dire que mes propos sur le sionisme équivalaient à du nazisme. Résultat, l'argumentation de l'université était tellement contradictoire qu'elle s'est effondrée sur elle-même. Et c'est ça qui a établi le principe. Ce n'était pas seulement moi qui affirmais que le sionisme est une forme de racisme. Même l'université, sous contre-interrogatoire, a fini par dire la même chose. C'est dingue! Quel était le cours qui a tout déclenché? Vous disiez qu'aujourd'hui, vous le trouveriez très modéré. Que s'est-il passé exactement? Quel était le sujet du cours initial? Que voulez-vous dire exactement? Le cours de départ. Quel en était le sujet? Le cours? Oui, Le cours portait sur l'islamophobie. Et donc j'ai écrit sur l'islamophobie.
On a fait un livre qui s'appelle Qu'est-ce que l'islamophobie? Et on a développé cette théorie qu'on appelle les 5 piliers de l'islamophobie. On disait que l'ossature de l'islamophobie, comme pour toutes les formes de racisme, c'est l'État et l'appareil sécuritaire. Donc la police antiterroriste, les services de renseignement, etc. Ce sont eux qui mettent en œuvre la plupart des actions islamophobes à travers leur politique routinière. Et on disait aussi qu'il y avait un certain nombre d'autres mouvements sociaux qui promouvaient l'islamophobie et qui essayaient de pousser l'État dans une direction toujours plus islamophobe. On a commencé bien sûr par l'évidence, l'extrême droite. Mais ensuite on a aussi ajouté le mouvement néoconservateur, certaines parties du mouvement sioniste et même certains éléments des mouvements libéral, de gauche, laïcistes et néo-athées. Voilà, c'était la thèse. Donc en faisant un cours là-dessus, évidemment, les sionistes et le rôle du financement sioniste dans la promotion de l'islamophobie, par exemple à travers les think tanks néoconservateurs, ce qu'on a découvert en faisant nos propres recherches sur ces think tanks. Enfin bon, oui, il y a beaucoup à dire là-dessus. Merci Alexis de nous ramener à ça parce que je trouve ça vraiment intéressant. Écoutez, moi je suis musulman. Personnellement, je n'aime pas le terme islamophobie. J'ai l'impression que, vous voyez, ça me fait penser à l'arachnophobie ou à d'autres peurs, des insectes ou autres, et moi je ne suis pas une araignée. Donc je préfère parler d'anti-islam, d'anti-musulman, etc. Mais bon, laissons ça de côté. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que dès que le sionisme perd la bataille des idées, il se met à essayer de manipuler l'opinion publique en Occident. Pas seulement au Royaume-Uni, mais partout en Europe. Et partout en Occident, en fait. Aux États-Unis, c'est carrément une industrie. Mais fondamentalement, je pense qu'il y a très peu de gens qui ont une vraie expertise sur à quel point la montée des politiques et des discours anti-musulmans est directement liée à Israël. C'est troublant quand on regarde ça de près. Parce qu'on pourrait dire, bon, la xénophobie, c'est pas nouveau. Et beaucoup diraient que ça fait partie de la nature humaine. Moi, je vis en Grèce, il y a une forme de xénophilie là-bas. Dans l'Antiquité, les Grecs avaient un peu peur de repousser un vagabond ou un animal parce qu'ils craignaient que ce soit un dieu ou une déesse déguisée. Donc ça, on évitait de le faire. Mais bon, c'est communément admis que, dans une certaine mesure, les humains n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. Et donc, en quelque sorte, on pourrait dire que le comportement xénophobe est en partie rationalisable. Et franchement, je peux comprendre ça. Je peux comprendre ce mécanisme-là. Mais ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ce dont on parle, c'est d'une industrie. On parle d'une industrie qui fabrique des gens en leur donnant des tonnes d'argent et qui les laisse ensuite jouer sur ces peurs, etc. Peut-être que vous pourriez nous expliquer comment ça s'est passé. Il y a 2 exemples qui me viennent en tête. Il y a Douglas Murray au Royaume-Uni qui a eu une influence énorme, même aux États-Unis, enfin jusqu'à ce qu'il se fasse littéralement démonter par Dave Smith sur le podcast de Joe Rogan. Il faisait vraiment beaucoup de dégâts. Et Tommy Robinson, bien sûr, c'est l'autre cas qu'on connaît tous. Et plus on creuse, oui, plus on creuse d'où vient le financement de ces gens-là, plus on réalise que c'est pas juste un type qui devient populaire par hasard auprès de certains publics. Donc, pourriez-vous nous expliquer tout ça, puisque c'est vraiment le cœur de votre expertise? Oui, je peux parler de ces 2 exemples-là. Mais ce que je vais faire pour planter le décor, c'est prendre un peu de recul. La raison pour laquelle je me suis lancé là-dedans, c'est qu'on étudiait des think tanks néoconservateurs qui opéraient au niveau des élites au Royaume-Uni, la Henry Jackson Society, le Centre for Social Cohesion, le Policy Exchange. Et on a découvert que certaines des personnes clés qui les finançaient, en tout cas le financement qu'on a pu retracer, passaient par des fondations, des trusts, des œuvres caritatives obscures, nommées d'après des individus ou des familles. On ne comprenait pas ce que c'était. Alors on a cherché. Qu'est-ce qu'ils financent d'autre? Et ils finançaient les forces d'occupation. Ils finançaient les colonies illégales. Ils finançaient la Jerusalem Foundation.
Et on s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un intérêt énorme autour de ces fondations. On a réalisé, c'était vers 2012, que c'était des fondations familiales sionistes. Et c'est là qu'on a commencé à comprendre ce qui se passait vraiment. Ça a été notre premier déclic. Et après ça, bien sûr, on est retourné voir d'autres choses. Si on regarde en arrière, même des termes comme terrorisme islamique ou le mot islamiste, islamisme, pour désigner des musulmans qui prennent leur foi comme guide d'action politique, ces termes ne sont pas nés de nulle part. Ils ont été créés par un groupe d'intellectuels islamophobes, notamment 4 d'entre eux, apparus ensemble sur un même panel, le fameux groupe des 4, comme on les appelait à Washington, en 1984, lors d'une conférence du Jonathan Institute. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le Jonathan Institute portait le nom d'un parachutiste israélien mort lors du raid d'Entebbe dans les années 70. C'était le frère de l'actuel Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, qui a dirigé la conférence et publié le livre qui en est sorti. Il est mort en Ouganda. C'est bien de lui que l'on parle? Oui, ces termes ont donc été propagés par des intellectuels sionistes, avec notamment un rôle particulier joué par Benjamin Netanyahou. Pour être juste, concernant les mots islam, islamiste et islamisme, certains intellectuels français ont également participé à diffuser cette idée. Ils avaient étudié les frères musulmans en Égypte et les moudjahidines en Afghanistan. Vous souvenez-vous de quels intellectuels français il s'agissait? Nous aimons bien citer les Français par leur nom. Ce ne sont pas, par hasard, les théoriciens du grand remplacement? Là, vous mettez ma mémoire à l'épreuve. Non, je vais y revenir. Je peux le vérifier très rapidement. Je vous en prie. La figure intellectuelle islamophobe centrale de cette conférence était Bernard Lewis, bien sûr. Oui, Bernard Lewis, à qui l'on doit d'ailleurs l'expression « choc des civilisations Ouais. ». Oui, Ce qu'il faut noter, c'est que Roy a publié son premier texte là-dessus dans une revue appelée Central Asian Survey. Je ne sais pas si vous connaissez, elle était publiée à Cambridge. Alors quand je dis Cambridge, on pense tout de suite à l'université de Cambridge. Mais non, c'était publié depuis une simple adresse, une rue, à Cambridge. Et c'était financé. la CIA. La CIA a donc joué un rôle dans la diffusion de ce terme, même s'il s'agissait principalement d'un terme sioniste. Vous pouvez le vérifier sur mon site powerbase.info. Cherchez islamiste ou islamisme. J'y ai rassemblé les détails, les graphiques et les références. Cela fait partie de l'histoire. Vous avez également mentionné le grand remplacement. Cette théorie vient bien sûr d'intellectuels français que vous saurez mieux nommer que moi. Renaud Camus. Camus, bien sûr. Mais si l'on remonte plus loin, on trouve une théorie qui sous-tend en quelque sorte le grand remplacement, popularisé par une femme suisse dont le pseudonyme était Battior. Son vrai nom est Gisèle Littmann. Elle a popularisé la théorie d'Eurabia, selon laquelle les Arabes prendraient le contrôle de l'Europe, à peu près la même idée que le grand remplacement. Gisèle Littmann était l'épouse de David Littmann. Ensemble, ils avaient été agents du Mossad au Maroc dans les années 1950 et avaient participé à l'enlèvement d'enfants juifs marocains afin de les envoyer dans la colonie. On croit rêver. Voilà, donc on a fait les think tanks. On a fait islamisme, islamiste, terrorisme islamique. On a fait le grand remplacement et Eurabia. Maintenant, on arrive à Tommy Robinson. Alors j'ai écrit sur Tommy Robinson et d'où il vient. Et bien sûr, lui aussi vient du sionisme. Mais il y arrive par la voie sécuritaire. Vous avez utilisé le terme industrie. Bien sûr, les gens connaissent en général le travail de l'industrie de l'islamophobie que ces gens du Center for American Progress, entre autres, ont fait à l'époque. La vérité, c'est qu'on n'imaginerait pas qu'il y ait un consensus aussi clair. Le financement qui a lancé l'English Defense League était le même financement qui avait servi à lancer tout le mouvement Counter-Jihad à travers l'Europe, Stop Islamization of Europe, Counter-Jihad Danemark, etc.
avec une implication dans toutes sortes de partis d'extrême droite, les démocrates de Suède, AfD en Allemagne, et ainsi de suite. Et cet argent venait des sionistes américains, de l'industrie de l'islamophobie, du Center for Vigilant Freedom, du... Comment ça s'appelle déjà? Du Center for Security Policy, tous ces gens-là. Deux de ces personnes étaient présentes à la toute première réunion, dans un appartement du Barbican à Londres, où il a été décidé que Tommy Robinson deviendrait le leader de l'English Defence League. Donc c'était un projet sioniste depuis le départ. D'autres figures de l'extrême droite se sont vues proposer l'argent, et certaines ont refusé. C'est bien connu, par exemple, que Nick Griffin, l'ancien leader du British National Party, a raconté qu'on lui avait proposé cet argent, à condition qu'il se concentre uniquement sur les musulmans et arrête de parler des juifs. Nick Griffin a répondu « Non, je suis un fier antisémite ». Ils ont donc donné l'argent à Tommy Robinson et au reste du mouvement Counter-Jihad. Le mouvement Counter-Jihad Europe disposait également d'une branche américaine. Je ne me souviens plus de son nom exact. Nous avons beaucoup travaillé sur ces réseaux et publié un rapport consacré à leur dimension européenne, y compris, si ma mémoire est bonne, à leurs activités en France. C'est très important, parce qu'en France, nous avons une élection l'année prochaine et les candidats ne cessent de parler de l'ingérence de services de renseignement étrangers dans l'élection, en particulier de l'ingérence russe. Mais quand on regarde le lobby sioniste, la façon dont il a complètement ravagé nos sociétés, enfin Tommy Robinson, il a fait descendre des milliers de personnes dans la rue récemment au Royaume-Uni. Et tout ça, c'est une opération psychologique. Je veux dire, en gros, c'est purement les sionistes américains qui s'assurent que le Royaume-Uni reste sur ses positions, qu'il continue à combattre les musulmans, les Russes, peu importe, et qu'on ne parle jamais de ce renseignement étranger. Et en France, c'est pareil. Enfin, en 2022, on avait un candidat, Éric Zemmour, et Éric Zemmour, c'était typiquement ce genre de candidat. Et maintenant, Sarah Knafo fait la même chose, et personne ne parle de cette ingérence-là. Mais c'est la plus massive, c'est la plus grosse. C'est dingue. Oui, c'est exact. Et c'est pas seulement une ingérence israélienne. Ce que vous soulignez est beaucoup plus complexe. Non, non, c'est américain. C'est un mélange d'influence israélienne et d'influence juive américaine. Sioniste, oui. Mais en fait, la raison pour laquelle je dis juif américain, c'est que la vérité, c'est qu'il n'existe pas, enfin je me trompe peut-être, mais il n'existe pas de milliardaire juif américain qui ne soit pas sioniste. Au moins un minimum. Ça n'existe tout simplement pas. Prouvez-moi le contraire, franchement, ça m'intéresse. J'aimerais entendre un seul milliardaire juif américain qui se lève et qui dit « Israël doit être démantelé ». Je n'en ai pas encore entendu un seul. Et si ça, c'est assimilé à de l'antisémitisme, je pense qu'on passe à côté d'une énorme partie du débat. Commençons par les milliardaires juifs. Il ne s'agit pas seulement des milliardaires juifs américains, mais des milliardaires juifs du monde entier. Les juifs représentent 0,2% de la population mondiale, tandis que les milliardaires juifs représenteraient environ 10% de l'ensemble des milliardaires, selon les chiffres retenus. Montrez-moi lesquels ne sont pas sionistes. Certains ne sont évidemment pas au premier plan du financement des forces d'occupation israéliennes ou des Friends of the IDF, mais il n'existe pas, à ma connaissance, de milliardaires juifs véritablement non sionistes ou anti-sionistes. On vous citera George Soros. Je répondrai qu'il a donné $1 million à J Street, le lobby sioniste libéral. Vous avez donc raison sur ce point. Mais concernant les autres affluents de l'islamophobie, prenons l'exemple de Nathalie Goulet, sénatrice française. L'année dernière, elle a dédicacé son livre « Terrorism Money » à Abu Dhabi. Ce n'est pas une coïncidence ni une simple question de climat, c'est un volet des Émirats arabes unis. J'ai été banni de Twitter pour l'avoir dit après avoir cité un article de blog contenant la photographie d'une carte d'embarquement. Celle-ci montrait qu'elle et Ghanem Nouzébé, principal lobbyiste des Émirats au Royaume-Uni et palestinien d'origine, avaient voyagé ensemble. Twitter a considéré qu'il s'agissait d'une utilisation non autorisée d'informations personnelles. Les Émirats ont été un allié essentiel des sionistes dans tout ce processus. Ils ont intérêt à promouvoir l'islamophobie ou le sentiment anti-musulman, notamment en raison de leurs propres angoisses pendant le printemps arabe. Les Émirats et les États-Unis étaient alors convaincus, dans une sorte de délire paranoïaque, que les frères musulmans s'apprêtaient à prendre le pouvoir aux Émirats.
Ils ont donc tenté de diffuser ce sentiment anti-islam partout, en finançant notamment la Foundation for Defense of Democracies, think tank laïcoudiste de Washington, et en faisant pression sur le gouvernement britannique, avec la menace de retirer des contrats d'armement et de pétrole, afin qu'il ouvre une enquête sur les frères musulmans. Cette enquête a finalement été menée par un ancien chef du MI6, qui avait été chargé de la liaison avec la prétendue résistance syrienne entre 2011 et 2015. Leur capacité à projeter leur influence est phénoménale. Nous avons publié, il y a environ 6 ans, un rapport détaillé sur le lobby émirati. Cette influence n'a évidemment pas disparu, comme le montre encore la photographie souriante de Nathalie Goulet à Abu Dhabi l'année dernière. Il y a deux choses qui me viennent à l'esprit. La première, c'est qu'on ne comprend toujours pas très bien en Occident à quel point le sionisme est en fait une forme de ce que j'appellerais plus largement l'occidentalisme. C'est une certaine manière de penser qui inclut une forme de suprémacisme blanc, et ça, les gens ne le comprennent absolument pas. C'est ce racisme structurel dont on parle souvent et qui a servi à disqualifier tout discours associé au wokisme. Mais il y a beaucoup de dirigeants de pays arabes qui sont en fait des occidentalistes, et du coup, beaucoup d'entre eux sont en réalité des sionistes. Des sionistes arabes. C'est le cas, dans une certaine mesure, de l'autorité palestinienne, qui est un peu un gouvernement de Vichy pour la Palestine. C'est le cas des Émirats arabes unis. Ça l'était aussi jusqu'au clash entre les Émirats et l'Arabie saoudite, dans une certaine mesure, pour les élites saoudiennes. C'est certainement le cas du Maroc, qui vient d'être manipulé à Ceuta. Donc voilà un phénomène récurrent, mais qu'on comprend très mal en Occident. Et c'est parce que les gens, souvent, quand ils s'affolent sur les Israéliens et se focalisent trop sur eux, je leur dis, les Israéliens ne viennent pas de nulle part. Cette folie, c'est nous en version stéroïde. C'est nous. Ce n'est pas... Et je crois que c'est un point qu'il faut vraiment décortiquer. J'aimerais qu'on commence par ça. Ça vous dérange pas qu'on développe un peu? Donc je pense que le sionisme est une forme de suprémacisme juif. C'est parfaitement clair. Si on dit que le sionisme est du racisme, c'est le terme qui suggère que les juifs ont plus de droits que les autres. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plus large que le sionisme dans le suprémacisme juif. Si vous regardez certaines sectes harédies, dans la colonie occupée, ou en Suisse, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou ailleurs, elles sont, ou en tout cas jusqu'en 1947, elles étaient antisionistes, d'accord? Mais elles étaient aussi, dans une certaine mesure, suprémacistes juives. Elles croyaient que les juifs avaient plus de droits. Elles ne voulaient simplement pas d'un État. Et ce qui s'est passé après 1948, c'est que certaines d'entre elles, la plus importante étant peut-être Chabad, qui a 5000 antennes dans le monde, sont devenues en quelque sorte ultra-sionistes. Bien que techniquement toujours anti-sionistes, elles sont en réalité ultra-sionistes. Et on le voit dans la façon compliquée dont elles en parlent. Mais d'autres, comme par exemple la faction Haredi antisioniste la plus notable qui reste, les Satmar, il y en a de grandes populations, je crois, en France, ainsi qu'au Royaume-Uni, aux États-Unis et ailleurs, elles sont suprémacistes juives. Elles croient que les juifs ont un droit supérieur, même sans vouloir d'État juif. Et ça, je pense, ce n'est pas bien compris. C'est une des raisons clés pour lesquelles il faut parler de suprémacisme juif. Mais je ne crois pas que le suprémacisme juif soit, de façon simple, un simple sous-ensemble du suprémacisme blanc. Parce que, bien sûr, leur notion de ce qu'est un juif, même s'ils ont leur propre... Ils font des distinctions entre ce qui est un bon juif, ou un meilleur juif, ou comment ils appellent ça Israël B, pour désigner les Éthiopiens. Donc, bien sûr, ils ont leur hiérarchie interne, mais ça n'a pas d'importance pour eux. Vous pouvez vous convertir au judaïsme. Vous pouvez être un juif noir. Vous pouvez être un juif chinois. Et vous serez toujours supérieur, ne serait-ce que par un ongle, à n'importe quel non-juif, ou même à des milliers de non-juifs. Donc je pense que c'est un élément important à évoquer. Je n'ai pas bien réussi à l'expliquer correctement.
et je vous remercie de l'avoir clarifié. La raison pour laquelle je m'intéresse au lien entre suprémacisme blanc et suprémacisme juif, c'est qu'il me semble qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ce qui s'est passé, en gros, c'est que les sociétés chrétiennes ou culturellement chrétiennes se sont réveillées. Elles ont réalisé qu'après 500 ans de pogroms et d'antisémitisme féroce, qu'on a très commodément attribué aux Allemands, alors que c'était en réalité un phénomène très occidental, il y a eu une sorte de pacte faustien entre, d'un côté, les Israéliens qui voulaient construire cet État, et de l'autre, tout un ensemble de pays occidentaux, l'Allemagne en premier lieu. Et on voit aujourd'hui le coût de ça pour la santé mentale des Allemands. Je veux dire, on a affaire à un pays qui semble croire qu'un second génocide réparerait le premier, que c'est la bonne façon de composer avec son passé nazi. Mais c'est aussi un pacte très français, la France, Vichy et toutes leurs relations à l'Algérie, qui est à bien des égards un Israël où les Palestiniens auraient gagné. Il y a toute une dynamique là-dessus aussi. Et on sait aussi que la relation des États-Unis avec Israël est très ancrée dans le fait que les États-Unis se sont fondés sur leur propre génocide des populations autochtones. Donc il me semble que, encore une fois, merci d'avoir clarifié les choses et de ne pas nous laisser confondre les deux. Il me semble qu'il y a des liens très utiles entre les deux idéologies. Disons les choses comme ça. C'est une question complexe, et je ne suis pas en désaccord avec vous. Il existe bien sûr des similitudes. Les Britanniques ont, dans une certaine mesure, considéré le sionisme comme conforme à leurs intérêts, même s'ils ont rapidement compris que les sionistes se souciaient peu de leur avis. Ils étaient prêts à les bombarder, à les tuer à l'hôtel King David et à envoyer des bombes à Londres. Il faut notamment se souvenir du livre piégé. Et devenir Premier ministre. Oui, le livre piégé a été inventé par les sionistes. Un exemplaire évidé des œuvres de Shakespeare a été envoyé à un major en Angleterre. Son frère avait la même initiale de prénom. Il a ouvert la bombe et a été tué. Tout ça est connu, mais en quelque sorte étouffé. Le point que je veux faire, c'est que bien sûr, il y avait des intérêts impériaux. Les gens citent la fameuse phrase de Churchill sur le loyal petit Ulster, etc. Tout ça est vrai. Mais assez rapidement, les intérêts ont divergé. Et donc, quand ils ont combattu l'Irgun, la Haganah et le Sterngang pendant la Nakba, les Britanniques étaient opposés aux sionistes. Mais bien sûr, dans la période qui précède, il y a un bon film, non, sur 1936, vous l'avez vu? C'est un film en anglais sur le soulèvement arabe. Et ce que je trouvais, c'est que même si c'était un excellent film, il montrait la brutalité des Britanniques contre les Palestiniens et comment ils prenaient le parti des sionistes. Mais ce qu'il ne montrait pas, c'est que ces unités, les fameux Night Squads, étaient dirigées par ce cinglé de sionistes chrétiens, mais qu'en réalité, les 2 tiers des troupes sous leur commandement étaient des sionistes, armés par les Britanniques pour réprimer les Palestiniens. Donc évidemment, il y a une contradiction là-dedans. Mais même à cette époque, c'était clair pour les élites britanniques, et particulièrement les élites sécuritaires, que les sionistes représentaient une menace. Et en 1947-48, les sionistes étaient en fait considérés comme une menace pour la sécurité nationale, plus importante que les soviétiques. Les documents de renseignement le montrent. Depuis, bien sûr, la mesure dans laquelle les services de renseignement britanniques considèrent les sionistes comme une menace pour la sécurité nationale a diminué. Il reste probablement, au MI6, le service de renseignement extérieur britannique, l'équivalent de la DGSE, quelques personnes qui demeurent sceptiques. Mais globalement, les services de renseignement ont été plus ou moins récupérés par l'idéologie sioniste. Et c'est pareil, je dirais, aux États-Unis. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas simplement une question d'empire américain et d'intérêts impériaux américains. Enfin, je ne dis pas que ce ne sont pas les intérêts stratégiques des États-Unis selon eux, pas selon moi, mais selon eux. Et si on regarde, c'est tout l'intérêt de faire de la recherche là-dessus. Si on regarde la manière dont se prennent les décisions, qui prend ces décisions, et quelles décisions sont prises, on constate qu'au bout du compte, l'appareil sécuritaire américain qui prend ces décisions est largement composé de sionistes juifs convaincus, avec, au sommet, quelques alliés sionistes chrétiens, Exet ou Rubio par exemple. C'est le cas depuis très très longtemps, le cas le plus notable et évident étant la montée des néoconservateurs à la fin des années 90 et leur implication dans l'administration Bush, poussant à l'invasion de l'Irak,
qui, bien que n'impliquant pas de force sioniste, a été menée en fait pour les Israéliens. Et les gens ne comprennent pas que ça. C'est en réalité l'indication non pas d'un impérialisme américain travaillant pour Israël, mais d'un impérialisme américain infiltré et subverti dans une large mesure par le sionisme. Et on le voit bien sûr dans la législation la plus récente, qui permet ce qu'on appelle une fusion entre les forces américaines et les forces sionistes. Mais ce n'est pas vraiment une fusion. Il n'y a pas d'accès aux forces d'occupation pour l'armée américaine, mais il y a un accès pour les forces d'occupation à l'armée américaine. Donc ce qu'on observe, je crois, c'est une prise de contrôle des intérêts impériaux américains par les sionistes, et je pense que c'est le cas dans d'autres pays aussi, y compris au Royaume-Uni, en France et en Allemagne, en tout cas dans le débat public politique. Donc je pense qu'il faut repenser cette idée des intérêts impériaux des États-Unis, et d'ailleurs des intérêts impériaux résiduels de la France, de l'Allemagne et du Royaume-Uni. Mais bon, si les élites occidentales sont quasiment toutes embarquées dans cette vision sioniste du monde, ce n'est pas le cas du peuple. Et on voit d'ailleurs qu'il y a une sorte de prise de conscience aux États-Unis, en particulier sur ça, cette nouvelle vision du monde de l'élite mainstream. Et typiquement, l'Iran, c'était un peu le déclencheur pour les gens qui disaient: «On va pas mourir pour Israël encore une fois», ce genre de truc. Et comment voyez-vous, je veux dire, l'avenir de la politique, vu qu'il y a clairement un fossé entre les élites occidentales et leur peuple? Ça ne peut pas bien se passer, je pense. Oui, enfin, on aimerait espérer que ça ne se passe pas bien pour eux. Regardez. Enfin, oui, bien sûr, il y a un rejet massif, énorme. Des millions et des millions de personnes en plus voient maintenant la vraie nature du sionisme par rapport à avant le 7 octobre 2023. Et c'est vrai aux États-Unis comme ailleurs. Les sondages sur les sionistes sont très très mauvais aux États-Unis. Et bien sûr, même certains à droite commencent à s'en détacher. Il y a cette scission dans le mouvement MAGA, vous voyez, entre ceux qui veulent rendre sa grandeur à l'Amérique et ceux qui veulent rendre sa grandeur à Israël. Et on voit cette scission à travers Tucker Carlson. Enfin, vous dites même vous, David, mais moi je dirais que cette scission aux États-Unis a été jusqu'à présent beaucoup plus forte à droite qu'à gauche. C'est la vérité étrange et vraiment inattendue. Oui, je pense que c'est exact. Et je pense que c'est une évolution plutôt positive. Bien sûr, il y a eu toutes sortes de manigances avec des opérations psychologiques, etc. Donc il y a des gens, Nick Fuentes par exemple, ou Luca Gage, qui ont fini par... Luca Gage en particulier, qui est passé d'une posture judéo-sceptique à une posture peut-être franchement judéophobe, avant de devenir soudainement un fervent partisan du sionisme. Donc évidemment, ça pose toutes sortes de questions. Et on voit ça à gauche aussi. On a vu ces grands espoirs, disons basanés, si je peux le dire ainsi, incarnés par Mamdani et par El Sayed. El Sayed, d'ailleurs, qui a montré ses vraies allégeances, je dirais, en apparaissant aux côtés de Kamala Harris, en semblant la soutenir, et tout ce genre de choses. Sur l'Ukraine et la Russie. Très, très étrange. Et sur la résistance palestinienne. Oui, absolument. Ce sont des techniques éprouvées. Faire émerger des candidats qui semblent de gauche, ici, deux hommes au visage basané, tous deux musulmans et portant des noms arabes, mais qui finissent par sauver le Parti démocrate de l'abîme électoral vers lequel il se dirigerait autrement. Je pense que les gens commencent davantage à comprendre cette mécanique qu'à l'époque de l'arrivée d'Obama. Mais il reste difficile de les convaincre, parce qu'ils veulent voir du changement et se disent qu'un petit changement constitue déjà un pas dans la bonne direction. En réalité, ces personnes restent sionistes. El Sayed se situe dans le même camp que J-Street, le groupe de pression sioniste dit libéral. Il représente l'aile gauche du mouvement sioniste, pas une position anti-sioniste. Oui, et c'est aussi la position de nombreuses institutions aujourd'hui. J'ai l'impression que nous assistons simplement à un changement de stratégie. Avant, le discours était non, il n'y a pas de génocide ici, c'est une guerre, etc. Désormais, il devient Israël va très bien. Le problème, ce sont Netanyahou, Ben-Gvir et Smotrich. On voit ce genre de discours apparaître partout.
J'aimerais revenir sur un point avant. Je voudrais qu'on aille vers vos attentes pour l'avenir proche, moyen terme ou plus lointain. Mais avant ça, j'aimerais revenir sur ce mot bizarre, islam, islamisme, son origine, d'où ça vient. Parce qu'il y a, vous savez, ce que vous nous montriez, ce que vous décriviez, c'est comment il y a eu tout un effort pour associer dans l'esprit des gens l'islam et le terrorisme. Et ça, c'est un effort qui a une histoire. Chaque fois que les faits montrent, par exemple, qu'il y avait une torture systémique dans des endroits comme Abu Ghraib et dans tout l'archipel carcéral irakien, des prisons gérées non pas par l'armée, mais par la CIA. Et on sait que la torture ne permet pas d'accéder à la vérité, parce que sous la contrainte, les gens finissent par dire n'importe quoi, on en a des tonnes de preuves. Alors la question se pose, pourquoi toute cette torture? Et la réponse est que le but n'est pas d'obtenir des informations. Le but, c'est de créer des monstres. Et de là découle toute l'histoire de la façon dont des phénomènes comme Daesh ont émergé de cet archipel de prisons géré par la CIA. Bon, mais il y a une autre question, celle de la vérité. Vous savez, quand quelqu'un pointe du doigt, il y a toujours au moins un doigt qui pointe vers soi-même. Donc la question devient, qu'est-ce que le terrorisme? Je pense qu'une définition assez honnête, assez respectable et facile à comprendre, c'est utiliser la violence pour atteindre des fins politiques. Mais bien sûr, c'est une définition très gênante du terrorisme, parce que dans ce cas-là, quiconque regarde de près la politique étrangère américaine du siècle dernier, ou d'ailleurs la politique européenne, quel que soit le pays, disons au moins les puissances coloniales, on se rend compte que les plus grands vecteurs de terrorisme au monde sont en fait le gouvernement américain, le gouvernement israélien, l'État français, l'État britannique, etc. Alors, comment composez-vous avec cette contradiction massive qui continue de capturer entièrement le débat en Occident, pas ailleurs, mais certainement en Occident? Enfin, je pense qu'il faut dépasser ça. Vous savez, c'est parfaitement évident pour tout le reste du monde que la résistance palestinienne, ce sont des organisations de résistance, que le Hezbollah est un mouvement de résistance, que l'axe de la résistance irakienne, Ansar Allah, le Hezbollah, les Palestiniens, le gouvernement Assad en Syrie quand il était encore là. Et bien sûr, la République islamique d'Iran. Ce sont eux l'axe de la résistance à l'impérialisme, et même au terrorisme dans le monde. Alors bien sûr, les définitions du terrorisme sont concoctées par des universitaires largement financés par Les think tanks dont vous parliez. le milieu militaire occidental et ou les sionistes. Donc ils n'arriveront jamais à quelque chose qui soit vraiment solide sur le plan des sciences sociales. Et bien sûr, ils vont exempter les États, sauf s'il s'agit d'un État ennemi. Ils disent « Oh, ça ne s'applique pas aux États, seulement aux acteurs non étatiques ». Et puis, bien sûr, ils essaient d'interdire les gardiens de la Révolution. Et là, on leur dit « Mais c'est un acteur étatique ». Ils répondent « Oui, mais ils sont très méchants, donc il faut les interdire quand même ». Il n'y a donc aucune cohérence dans son usage. C'est déterminé politiquement. Et je pense qu'il faut dépasser ce terme. On comprend qu'il existe des groupes de résistance. Ils résistent au pouvoir. Et c'est comme ça depuis le début de l'oppression. Les groupes de résistance font ça. Donc le terme terrorisme doit disparaître, tout comme le terme antisémitisme, je crois d'ailleurs. Cette idée qu'on peut désigner comme terroristes les groupes armés non étatiques qu'on n'aime pas, et laisser les autres dans une sorte de flou. On ne qualifie pas les groupes loyalistes d'Ulster de terroristes. On dit qu'ils sont des paramilitaires loyalistes. On ne qualifie pas les groupes terroristes chrétiens du Liban de terroristes. On les désigne par leurs appellations politiques. Je pense que c'est pareil partout ailleurs. Chaque fois qu'il y avait des mouvements anticoloniaux, s'ils s'opposaient à des factions militaires infra-étatiques, on ne les qualifiait jamais de terroristes, parce que ce terme est irrémédiablement corrompu. C'est particulièrement inquiétant lorsqu'on regarde la situation en France,
où l'apologie du terrorisme a été inscrite dans la loi. Cela signifie que les personnes qui ont financé la fabrication industrielle du sentiment anti-musulman en Occident sont précisément celles qui décident de ce qu'est le terrorisme. Les conséquences pour les citoyens français sont incroyables. C'est une terminologie oppressive. Une terminologie oppressive. Vraiment. Son but, c'est de délégitimer la résistance populaire. Et c'est tout. Au Royaume-Uni, on a une législation sur l'apologie ou le soutien aux organisations terroristes, et une liste d'organisations proscrites qui, à l'origine, ne concernait que des organisations irlandaises. L'idée de cette législation, c'était qu'il était illégal de soutenir l'IRA, dans le sens de construire un soutien à l'armée républicaine irlandaise depuis le Royaume-Uni, par exemple en créant des antennes de soutien. Mais depuis, ils ont ajouté toutes sortes d'autres groupes venus de l'extérieur du Royaume-Uni, où l'idée que quelqu'un monte une antenne d'Al-Qaïda à Brighton ou une antenne du Hezbollah à Glasgow, c'est juste ridicule. Mais ils sont quand même obligés d'essayer de coincer les gens sur la base de simples opinions. Donc si quelqu'un dit « je soutiens le droit du peuple palestinien à résister », ils vont dire « ah, ça veut dire que vous soutenez le Hamas, et le Hamas est une organisation proscrite, c'est contre la loi ». Mais en fait, ça ne marche pas très bien pour eux. Ils n'ont pas réussi à inculper grand monde comme ça. Résultat, il y a 2 ans, ils ont dû durcir la législation. On est passé du fait d'exprimer un soutien à l'utilisation de mots qui pourraient être perçus comme exprimant un soutien ou qui seraient imprudents quant au fait d'exprimer un soutien. Donc il y a une vraie tentative de criminaliser une large partie de la population. Et bien sûr, récemment, ils ont interdit Palestine Action, qui ne correspond même pas à leur propre définition du terrorisme. Est-ce que vous pensez que la décision dans votre affaire, le jugement, est-ce que vous pensez que ça a des implications? Et si oui, lesquelles, concernant des groupes comme Palestine Action? Eh bien, ce sont des niveaux de droit différents, hein. Ça, c'est le droit du travail, bien sûr. Et cette autre loi, c'est le droit pénal, le droit du terrorisme. Donc formellement, ça n'aura pas d'impact direct. Mais ça va avoir un impact sur les gens qui sont sanctionnés, suspendus ou attaqués dans leur travail parce qu'ils soutiennent les Palestiniens. Et ça va rendre beaucoup plus difficile de licencier les gens. Donc c'est une avancée énorme. Et évidemment, ça enlève un élément clé de l'arsenal des sionistes, à savoir dire que critiquer Israël, c'est juste de l'antisémitisme. Mais dans un sens plus large, et au-delà du Royaume-Uni, bien sûr, oui, ça rend plus clair que l'antisionisme et l'antisémitisme sont 2 choses séparées, qui peuvent être définies comme séparées, vues comme séparées par les tribunaux. Vous savez, les tribunaux britanniques ne sont pas connus pour être des gauchistes radicaux. Donc c'est un avantage énorme qui va se propager, je crois. Et évidemment, Même avec les perruques. Désolé. oui, même avec les perruques. Cette décision va se répercuter en Australie, aux États-Unis et dans d'autres pays où des procédures judiciaires sont en cours. Je connais déjà des affaires, notamment en Australie, dans lesquelles le jugement est repris et transmis aux personnes chargées de décider de dossiers similaires. Nous verrons ce qu'il en résultera. Plusieurs affaires sont actuellement en cours au Royaume-Uni et le jugement y a déjà été versé à la procédure. Il deviendra très difficile de suspendre ou de licencier des personnes pour avoir exprimé des opinions comparables aux miennes, de la manière dont je les ai exprimées, c'est-à-dire dans le cadre d'une discussion et d'une expression ordinaire. Il faut se rappeler qu'à l'époque, quelques jours seulement après le lancement de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, affirmer que le sionisme était fondamentalement raciste, impérialiste et colonialiste était encore considéré comme radical. Bien sûr, cela n'a rien de radical. C'est une position directe et cohérente. Mais c'est dans cette direction que nous avançons. Mais encore une fois, la France se trouve dans une situation particulière. Le Parlement discute maintenant d'une proposition de loi appelée loi Yadan, qui relève typiquement de cet arsenal sioniste, empêcher toute critique d'Israël. Il semble vouloir aller vite pour adopter ce type de texte et empêcher les citoyens d'avoir ce débat. J'espère que ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec votre affaire trouvera un écho. Et merci Félix d'avoir invité David et d'avoir organisé cet échange, parce que je pense que la France se trouve actuellement dans une très mauvaise situation en matière de débat public et politique. Parce que la proposition de loi Yadin reviendrait essentiellement à reprendre la définition de l'AIRA et à pénaliser l'antisionisme par son assimilation à l'antisémitisme, avec des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. C'est là où nous en sommes en France.
Quand nous regardons ce qui se passe au Royaume-Uni avec Palestine Action, nous nous disons, c'est bien pire que chez nous. Mais ce n'est pas tellement le cas. Nous sommes réellement en danger. Oui, je pense que c'est juste. La situation varie évidemment d'un pays à l'autre. Il n'existe pas en France de mouvement comparable à Palestine Action, ce qui révèle déjà une différence importante. La manière dont le pouvoir du mouvement sioniste s'exprime en France diffère de celle du Royaume-Uni. Des organisations comme la LICRA ou le CRIF parviennent notamment à s'inscrire dans tout le débat sur la laïcité et la République d'une manière qui n'existe pas du tout au Royaume-Uni. Je pense que la distinction entre une république et un royaume explique en partie cette différence. Les méthodes de pression sont donc assez différentes. C'est intéressant de voir comment cette définition de l'antisémitisme a été utilisée différemment selon les contextes. Et vous, personnellement, David, où en êtes-vous maintenant? Comme je le disais au début de cette conversation, vous n'avez pas encore obtenu l'indemnisation finale qui vous est due et le jugement n'ordonne pas non plus votre réintégration. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il va y avoir une audience sur les réparations, où la question de l'indemnisation sera discutée. Le juge prendra une décision. Il déterminera s'il faut ordonner à l'université de Bristol de me réintégrer ou non. Et il y a aussi un autre point. Dans l'appel de Bristol, le jugement avait exprimé l'idée qu'il était probable que l'université m'aurait licencié légitimement 2 ans plus tard, avec une sorte de taux de confiance de 30%, ce qui est quand même une chose assez étrange à écrire dans un jugement. Le tribunal d'appel a dit que ce n'était pas clair, donc ça retourne devant le tribunal. Et c'est le seul point de leur appel qui a eu un peu de succès. Mais évidemment, ça veut dire qu'on va pouvoir le contester nous-mêmes quand l'affaire repassera en audience. On verra ce qui se passe. L'autre chose que je dois préciser, c'est que l'université pourrait bien sûr faire appel de cette deuxième défaite. Et d'après ce que je comprends, il existe 3 façons de le faire. Enfin, 2. La première consiste, pour l'université, à demander au tribunal d'appel du travail un certificat qui lui permettrait de faire appel directement devant la Cour suprême en contournant la Cour d'appel. L'université dispose de 7 jours à compter du jugement pour demander ce certificat. Il lui reste environ 4 heures aujourd'hui pour le faire, et si elle ne le fait pas, elle devra passer par la Cour d'appel classique dans un délai de 21 jours, donc encore 14 jours à partir de maintenant. Nous attendons donc de voir. Il se peut qu'on apprenne aujourd'hui même qu'elle tente ce recours direct devant la Cour suprême, ce qui serait logique de leur part, puisque c'est là que se trouve le point précis du jugement qui régit la relation entre les convictions de fond, mes convictions antisionistes, et la manière de les exprimer. Parce que leur position, c'était en gros, c'est bien beau d'être antisioniste, mais vous ne devriez pas l'exprimer de cette façon. Or, il y a un point de droit, l'affaire Higgs, concernant une enseignante chrétienne et la propagande transgenre, qui a déjà été tranchée en cour d'appel. Donc pour contester ce point, elle est obligée de saisir directement la Cour suprême. Autrement, elle n'a pas grand-chose à porter devant la Cour d'appel. On verra bien aujourd'hui ce qu'il en est, mais dans un cas comme dans l'autre, il faudra qu'on ait notre audience sur les réparations à un moment donné. Et ensuite, bien sûr, je poursuivrai le travail auquel j'ai consacré ma vie, contribuer au processus de démantèlement du sionisme. C'est un processus de long terme. Merci David pour votre travail et félicitations pour cette décision. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir reçu. Quand on pense à toute cette saga, 7 années durant lesquelles votre crédibilité et votre légitimité comme professeur ont été remises en question, il faut saluer le fait que vous soyez toujours debout et que vous teniez bon. Félicitations et merci infiniment, David. Merci. Merci beaucoup.